Angélique du Coudray pourrait être considérée comme la créatrice de l'obstétrique moderne. Avant elle, l'accouchement était depuis la nuit des temps une affaire de femme basée sur l'expérience, sans logique de transmission et placée sous la tutelle de médecins ou de chirurgiens. Au XVIIIe siècle, Angélique du Coudray change les choses en professionnalisant la fonction de sage-femme qui deviendra un métier à part entière dans le courant du XIXe siècle. C'est son histoire et celle de la médecine obstétrique que je vais vous raconter. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast Europe 1 Studio. Angélique du Coudray, de l'art des accoucheuses. Nous sommes en Auvergne, le 6 septembre 1757. Angélique du Coudray descend de la berline qui vient de l'emmener dans la cour du château de Chavagnac. À 45 ans, les pas de la sage-femme ne sont déjà plus très sûrs. La goutte commence à la tourmenter et son embonpoint n'arrange rien. Mais ses mains et son mental sont d'une agilité sans égale. Accompagnée de ses assistantes, elle monte au chevet de la parturiente, la femme qui est en train d'accoucher. L'accouchement de Marie-Louise de la Rivière, épouse Mortier de la Fayette, se passe mal. Sans malmener la pudeur de sa patiente, ses jupons ne remonteront pas plus haut que ses genoux, Angélique du Coudray procède à un toucher vaginal. Elle sent la tête du bébé, mais il est encore très haut, il peine à descendre dans la voie pelvienne. Mademoiselle du Coudray est une ventrière très expérimentée. Elle sait qu'un accouchement qui se prolonge, c'est d'abord un risque létal pour le bébé. C'est ensuite un danger pour la mère, car ça augmente les risques de fièvre puerpérale dont l'issue est souvent mortelle. Angélique pense que ça ne sert à rien de brutaliser la parturiente et l'enfant. Mieux vaut rester souriante et manipuler doucement le ventre pour pousser le bébé à faire son chemin. Après de longues heures de travail, l'enfant vient miraculeusement au monde. C'est un garçon! Un petit garçon qui sera baptisé Gilbert du Mortier, marquis de la Fayette. Il sera le futur héros des deux mondes, grand-major général pendant la guerre d'indépendance des États-Unis et républicain convaincu pendant la Révolution française. Angélique du Coudray naît vers 1712 en Auvergne, peut-être à Clermont. De sa jeunesse, on ne sait presque rien et on en est réduit aux conjectures. Elle viendrait peut-être d'une famille de médecins, ce qui n'a rien d'improbable étant donné son choix de carrière. Angélique veut être ventrière, comme on dit alors. Elle a la vocation de sage-femme. Pour elle, ce n'est pas une activité de matrone, de vieille du voisinage, dont le seul mérite est d'avoir survécu à plusieurs accouchements. C'est un métier à part entière qui nécessite une formation. Jusque-là, il n'existe qu'un seul hospice pour toute l'Europe qui se situe à Paris et qui forme des sages-femmes en 3 mois à peine. Elles sont donc rares et travaillent auprès des puissants. Partout ailleurs, ce sont les femmes de confiance des villes et des villages qui accouchent les futures mères. On les appelle des matrones et leur expérience est surtout empirique. Angélique va donc se former à Paris dans la juridiction du Châtelet auprès d'une certaine Anne Berzin. Sa mentor lui transmet sans doute des connaissances pratiques mais aussi théoriques. Le plus grand traité d'obstétrique est alors celui de Guillaume Moquet de la Motte paru en 1722. Moquet de la Motte est un médecin et un chirurgien. Et comme les grands médecins de l'Antiquité, Soranos d'Éphèse et Galien qui l'ont précédé sur la voie de la gynécologie et de l'obstétrique, il ne décrit que des accouchements qui se passent mal. L'accouchement étant historiquement une affaire de femme, on ne convoque un homme au chevet de la parturiente que lorsqu'un drame est en cours. Au XVIIIe siècle, le but des grandes sages-femmes en voie de professionnalisation est bien sûr de connaître suffisamment leurs fonctions, et oui, on ne parle pas encore de métier, pour se passer de la venue salvatrice du médecin ou du chirurgien. Au bout de 2 ans de formation, la jeune Angélique se met à travailler à son compte.
Grâce à ses qualités professionnelles et humaines, elle s'impose sans peine à Paris et dans les environs comme la sage-femme incontournable de la haute bourgeoisie et même dans l'aristocratie. Elle acquiert rapidement une aisance financière rare pour une femme seule. Et oui, Angélique restera demoiselle, elle refuse de se marier. Son mari, c'est son travail. Il subvient à ses besoins, la rend heureuse et lui donne un statut social. Pendant plus de 15 ans, Angélique du Coudray officie donc à Paris où elle s'est fait beaucoup d'entre-gens. En 1754, le seigneur de Thiers, en Auvergne, lui demande de venir s'installer dans sa région natale. À cette époque-là, on a d'abord le sentiment que le taux de natalité est en train de chuter, comme en témoignent les inquiétudes de Montesquieu dans les Lettres persanes. Et puis là-bas, dans la campagne, le taux de mortalité infantile est terriblement élevé. Les vieilles matrones qui accouchent les jeunes femmes n'ont aucune compétence et font plus de mal que de bien, occupées qu'elles sont à colporter des superstitions antédiluviennes. Ça fait plus de 2500 ans que les sages-femmes s'occupent avant toute chose de défaire tous les nœuds dans la maison qui pourraient symboliquement empêcher la descente de l'enfant dans la voie pelvienne, ou de badigeonner le ventre de la mère de graisse de vipère, allez savoir pourquoi. Mademoiselle de Coudray pourrait former des matrones auvergnates et en finir une bonne fois pour toutes avec ses pratiques charlatanesques. Moyennant une bonne rente, Angélique du Coudray accepte cette nouvelle mission de formatrice, d'autant plus que le roi Louis XV lui a donné l'autorisation officielle d'enseigner son art sans être importunée par les corporations de médecins et de chirurgiens. En effet, une bonne partie des chirurgiens considèrent qu'ils sont seuls à pouvoir encadrer les accouchements. Les médecins de l'Ancien Régime ont bien souvent un savoir théorique fondé sur l'ancienne médecine hippocratique. Pour eux, la maladie n'est qu'une affaire d'humeur à rééquilibrer à grands coups de saignée. Les chirurgiens, eux, se sont petit à petit séparés des barbiers. Ils sont seuls habilités à manier des objets tranchants pour intervenir en profondeur dans le corps, ôter des tumeurs ou réparer les dégâts des combats et des duels. Ils considèrent donc que fouiller dans une matrice quand un accouchement se passe mal, c'est de leur ressort. Bon, je vais pas vous le cacher, voir se former une corporation de sages-femmes peut être perçu par certains chirurgiens comme une concurrence féminine. Angélique du Coudray a bien quelques détracteurs et même quelques ennemis, mais elle est trop douée et trop ambitieuse pour qu'on ose avoir maille à partir avec elle bien longtemps. À partir des années 1750, et à la demande des parlements et seigneurs des régions, elle est invitée un peu partout dans le royaume pour former des dames envoyées par leur paroisse. Cet engouement pour sa formation s'explique de plusieurs manières. Les grandes sages-femmes, celles qui ont théorisé leur métier, sont alors rares. L'histoire se souvient de Louise Bourgeois, la coucheuse de Marie de Médicis, qui a notamment mis au monde le futur Louis XIII. Mais les autres, les boutiquières, les paysannes, les mères de familles nombreuses, elles se limitaient seulement à assister leurs proches et leur méconnaissance de l'anatomie pouvait se révéler dangereuse. Or, au XVIIIe siècle, au moment où les philosophes commencent à s'opposer à la fatalité décidée par Dieu, la mort d'une mère en couche devient intolérable. Grâce aux registres paroissiaux, on évalue le risque de mortalité en couche entre 1 et 2%. Ce sont généralement les hémorragies et les infections à staphylocoque ou à streptocoque, qu'on appelle alors fièvre puerpérale, qui sont fatales. D'ailleurs, j'en profite pour en finir avec un vieux cliché. En cas d'accouchement qui se passe mal, on privilégie toujours la vie de la mère à celle de l'enfant, et ce, depuis l'Antiquité au moins. Mais quand même, la mort des enfants en bas âge est elle aussi de moins en moins acceptée. Mais rendez-vous compte, au XVIIIe siècle, 40% des bébés meurent avant leur premier anniversaire et moins de la moitié atteignent l'âge adulte. Ce changement de mentalité vis-à-vis de la mortalité infantile est illustré par le philosophe Jean-Jacques Rousseau qui publie en 1762 son ouvrage « Émile ou de l'éducation » où il explique par exemple comment s'occuper des bébés, comment les langer et les emmailloter sans les blesser.
C'est dans ce contexte de mutation sociale qu'Angélique Ducoudray s'impose en professeure itinérante d'obstétrique. Les lettres de ses employeurs, les administrations locales, racontent toutes la même chose. Mademoiselle Ducoudray est insupportable tant elle a une haute estime d'elle-même. Elle considère qu'elle n'a pas à adresser la parole à quiconque ne lui témoignerait pas d'admiration. Et en plus, elle coûte cher. Entre ses 300 livres d'émoluments par semaine, son arrivée 15 jours avant les débuts de ses cours, ses 15 jours de congés payés à la fin de sa mission, son logement, ses chandelles, ses frais de bouche, l'achat de son manuel pour chacun de ses élèves, l'abrégé de l'art de l'accouchement, et l'achat de sa machine pour les cours pratiques, elle coûte les yeux de la tête. Une session de formation vaut 8000 livres. Bon, 8000 livres sous l'Ancien Régime, ça ne vous parle certainement pas beaucoup. Mais si je vous dis que ça représente un peu plus de 90 000 € aujourd'hui, vous commencez à comprendre le budget que ça représente. Malgré ce coût exorbitant, il n'y a pas un de ses employeurs pour dire que ça n'en vaut pas la peine. Angélique Ducoudray est indéniablement la meilleure des sages-femmes du Royaume de France. Imaginez ces cours auxquels assistent des dames de tous âges et quelques chirurgiens. Les élèves découvrent d'abord la théorie en feuilletant son manuel, où Angélique a synthétisé, en bonne vulgarisatrice scientifique, toute la connaissance autour de l'accouchement. Celles et ceux qui ne savent pas lire ne seront pas en reste parce qu'il y a des planches anatomiques qui expliquent tout ce qu'il y a à savoir. Viennent ensuite les séances pratiques sur la machine. Ah, la machine. C'est un mannequin d'entraînement à taille réelle. Imaginez un morceau de corps de femme allant de la taille jusqu'aux cuisses. Ce mannequin est fait de chiffon et de bois. Toute l'anatomie de la femme enceinte est représentée. On peut bien sûr voir les organes externes, mais aussi les organes internes. Le périnée, le muscle qui forme le plancher pelvien, peut être resserré ou desserré au moyen de lanières. D'autres organes, comme la vessie, les trompes et les ovaires, sont aussi présents à leur place sur le mannequin. L'apprentie sage-femme s'entraîne ensuite à aller chercher le bébé de chiffon de 50 cm, taille que la majorité des bébés font à terme. Cependant, sa tête est en bois, de manière à la sentir lors du toucher vaginal d'entraînement. Comme ça, la sensation digitale se rapproche de celle qu'on ressent quand on touche les os du crâne d'un vrai bébé. Le bébé de chiffon est accompagné de son cordon ombilical et de son placenta, en chiffon eux aussi. La machine comprend également des jumeaux de 7 mois avec un placenta commun. Ce mannequin rend l'apprentissage très complet. Les futures sages-femmes peuvent même apprendre à faire des versions, une manœuvre compliquée qui consiste à tourner le bébé in utero lorsqu'il se présente en siège. Et dans ces cas difficiles, si on ne peut pas tourner le bébé, il va quand même falloir l'accoucher. Elle explique donc dans ce manuel qu'en cas de siège, quand le bébé se présente par les pieds ou par les fesses, il ne faut pas tirer sur les pieds du bébé pour l'extirper au risque de lui luxer la mâchoire. S'il se présente face vers le haut, il faut le repousser et le tourner pour lui permettre de descendre. Si vous voulez voir cette machine de vos yeux, je vous invite à faire une recherche sur Internet. En tapant Angélique Ducoudray et machine, vous la trouverez tout de suite. Le plus bel exemplaire de la machine se trouve aujourd'hui au musée Flaubert de l'histoire de la médecine à Rouen, mais il en existe un fac-similé au musée de l'Homme à Paris. L'apprentissage sur la machine est révolutionnaire, mais il n'a pas été inventé par Angélique Ducoudray. Il semblerait que 2 ou 3 médecins européens en aient fabriqué dès le XVIIe siècle. En revanche, celui de l'Auvergnate est le plus précis. Tous les éléments sont amovibles pour pouvoir faire travailler les apprentis sur tous les scénarios envisageables. La maïeuticienne a même créé un cordon ombilical qui semble asséché au toucher, ce qui est la preuve que le fœtus est mort dans le ventre de sa mère. En un peu plus de 25 ans, Angélique Ducoudray a formé environ 5000 sages-femmes et 500 chirurgiens à travers tout le royaume. Son rêve ultime est de créer des maisons de maternité qui seraient à la fois des lieux de formation et d'accouchement.
Mais sur ce point, Angélique Ducoudray est trop en avance sur son temps. Les rares hospices où l'on accouche sont réservés à des femmes en marge de la société ou à des filles mères. L'accouchement va rester pendant encore plus d'un siècle une affaire privée qui se déroule à la maison. Angélique ne vivra pas assez vieille pour voir le métier se professionnaliser totalement, mais elle comprend qu'il faut passer le flambeau pour qu'une autre continue son œuvre. Et l'élu d'Angélique Ducoudray est sa propre nièce Marguerite qui devient son assistante dès l'adolescence. Alors que Marguerite Coutenceau a 19 ans, elle succède à sa tante comme formatrice. La jeune femme, mariée à un chirurgien de la région de Bordeaux, imagine couronner la formation de sage-femme par une sorte de diplôme, une certification si vous voulez. À chaque remise de certification, Marguerite Coutenceau invite les notables de la région. Elle renforce ainsi l'idée selon laquelle sage-femme n'est plus une fonction, mais une profession. Hélas, la Révolution française met à mal les avancées de l'obstétrique en permettant à n'importe qui de se proclamer médecin. Marguerite Coutenceau doit se battre au nom de sa tante pour préserver ses prérogatives d'enseignante et sa pension accordée à l'époque de Louis XV. Elle n'hésite pas à rappeler aux autorités parisiennes que sans Angélique Ducoudray, le grand Lafayette, héros de la guerre d'indépendance des États-Unis et grand républicain, serait probablement mort-né. Étant donné leur grand mérite, les Coudray-Coutenceau sont donc préservés de la terreur. Cependant, la mailloticienne, qui approche les 80 ans, est contrainte de vendre ses biens pour subvenir aux besoins de sa famille. Angélique Ducoudray meurt donc en 1794 dans le dénuement et la solitude. Sa seule consolation est que sa nièce Marguerite dirige désormais la première maison de maternité et perpétue son savoir-faire. Il faudra attendre les années 1950 pour que l'accouchement à l'hôpital se banalise en France. Le statut de sage-femme hospitalière est fondé quant à lui par un décret de 1989. Aujourd'hui, les sages-femmes et les gynécologues obstétriciens se disputent toujours des prérogatives comme autrefois les ventrières et les chirurgiens. Les sages-femmes veulent pouvoir prescrire une contraception, suivre les femmes hors grossesse et gérer les IVG médicamenteuses. Dans le fond, ce sont les patientes qui tirent profit de cette compétition entre deux métiers tout entiers dévoués à la santé des femmes. C'est la fin de ce récit dédié à Angélique Ducoudray. Je vous invite d'ailleurs à écouter un autre podcast Europe 1 Studio. C'est Sage Meuf d'Anna Roy, l'une des petites filles spirituelles d'Angélique Ducoudray. Au cœur de l'histoire, pour accoucher de chaque nouveau récit, on travaille en équipe. À la production, Camille Bichler, à la réalisation, Pierre Casalo, à la direction artistique, Julien Tarot, à la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis, à la communication et à la diffusion, Kelly Lecroix et Nathan Laporte. Quant à moi, la mailloticienne scripturale de ce récit, je vous retrouve tous les jours sur votre appli Europe 1 ou votre plateforme d'écoute préférée, mais aussi tous les week-ends à 15h sur les ondes d'Europe 1. À très vite!